Je suis au-dessus du vide, à 12 mètres du sol. Je fais confiance aux ingénieurs du Trinity College. Cet endroit est une métaphore de notre situation actuelle. On est au-dessus d'un précipice. Si on ne se ressaisit pas, ce sera la chute. Le dérèglement climatique installé s'amplifie. Alors que certains voudraient lutter contre lui en changeant radicalement nos systèmes de production et de consommation, parmi ceux qui niaient l'existence de ce réchauffement planétaire, quelques-uns proposent d'intervenir directement sur le climat, juste pour repousser l'échéance, pour conserver notre mode de vie, ou pour continuer à profiter des énergies fossiles. Ils proposent une solution qu'ils veulent magique, la géo-ingénierie. Refroidir artificiellement le climat en créant des nuages pour s'abriter du soleil, c'est une des manipulations prévues par la géo-ingénierie. La géo-ingénierie est un ensemble de techniques qui peuvent nous permettre de nous adapter et de faire face au changement climatique. Elles peuvent même empêcher ce changement de se produire ou le contrebalancer d'une façon ou d'une autre. Le préfixe géo signale une action d'échelle globale, tandis que le mot ingénierie vient du mot ingénieur, qui à l'origine désigne un constructeur d'engins de guerre. La géo-ingénierie est une intervention délibérée à l'échelle planétaire. Ces deux paramètres sont importants. C'est une action intentionnelle et à grande échelle. Le jardinage, par exemple, n'est pas de la géo-ingénierie. C'est une manipulation intentionnelle de la nature, mais seulement à l'échelle d'un jardin. La géo-ingénierie est présentée comme la seule solution définitive à la crise climatique. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 solutions envisagées. Soit modifier notre comportement, soit nous adapter, soit intervenir. Ce qui m'inquiète dans la deuxième solution, celle de l'adaptation, c'est que les gens les moins responsables du changement climatique sont les plus vulnérables et les moins susceptibles de s'adapter rapidement. La meilleure solution est de réduire nos émissions, mais on ne le fait pas. On émet toujours plus de dioxyde de carbone. La géo-ingénierie se nourrit de l'échec répété depuis plus de 40 ans des conférences internationales, malgré les rapports toujours plus accablants des experts du GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'étude du climat. Le monde s'est donné rendez-vous 21 fois sous l'égide de l'ONU. 4 décennies de beaux discours et d'espoirs déçus. Political will never be stronger. This is our chance. If we miss this one, it could take years before we get a new and better one. La réduction des émissions responsables du réchauffement n'a jamais été la priorité des grandes puissances. Juste avant la crise bancaire, un économiste avait estimé qu'1% de la richesse mondiale aurait suffi à ralentir la crise climatique. Depuis 2008, l'Europe a dépensé 37% de sa richesse pour le sauvetage de ses banques. Il y a en gros 2 types de pays dans le monde pour ce qui est de la politique en matière de changement climatique. Il y a les pays qui disent « nous allons en parler et ne rien faire ». Et il y a ceux qui disent « nous n'allons rien faire ». Lors des grands sommets comme celui de Rio, les premiers disent aux seconds « allez, faites semblant comme nous ». Et les seconds répondent « non, on ne fera pas semblant ». Les premiers insistent « s'il vous plaît, jouez le jeu, de toute façon, personne ne fera rien ». Voilà où en est la politique sur le changement climatique, parce que ça reste en fait une question très abstraite. Si 5 ou 10 pays parmi les plus influents s'engageaient réellement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ils pourraient sans doute imposer un accord aux autres pays du monde. Mais ils ne le font pas, ils ne sont pas vraiment déterminés à le faire. La planète se retrouve dans une double impasse. Échec politique d'un côté, scénario de fin du monde de l'autre. La géo-ingénierie prétend ouvrir l'issue de secours. Nous savons depuis 25 ans au moins que l'homme est responsable du réchauffement de la planète, qu'on accumule les problèmes pour les générations futures et que le temps presse. Au lieu que le changement climatique se fasse progressivement,
de façon prévisible. L'histoire de la Terre nous montre que le système climatique peut se modifier brutalement, en l'espace de quelques décennies, ou même de quelques années. Des découvertes récentes confirment les craintes d'une brutale accélération du changement climatique. Et le point de bascule pourrait être déjà dépassé. En juillet 2014, les pilotes d'un hélicoptère d'une compagnie d'exploitation de gaz naturel découvrent un mystérieux cratère au milieu d'une péninsule de Sibérie que ses habitants appellent Yamal, l'extrémité du monde. L'équipe scientifique russe estime que le trou mesure 30 mètres de large pour 70 mètres de profondeur. Depuis, d'autres cratères ont été découverts par dizaines et l'étude a été prolongée en hiver. Les chercheurs attribuent ce phénomène à une brusque libération de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le gaz carbonique. Son apparition prouve le début de la fonte de ces sols gelés qui couvrent 1/5 de la surface de notre planète. Dans l'histoire de la Terre, le monde vivant a connu plusieurs extinctions massives causées par des nuages de méthane. Pour les partisans de la géo-ingénierie, c'est une nouvelle preuve de l'urgence d'une intervention délibérée sur le climat. Même dans le meilleur des cas, la température de la Terre va augmenter de plus de 2 degrés dans les prochaines décennies. Si cela se produit, cela provoquera des événements catastrophiques. Et étant donné la gravité des prévisions et le fait que nous n'ayons pas de planète B, nous devrions avoir un plan B. Le plan B, c'est pour ses partisans l'autre nom de la géo-ingénierie. La recette miraculeuse pour ne rien changer à notre cadre de vie. Une quarantaine de technologies ont été proposées, bien que 6 ou 8 seulement fassent l'objet de recherches approfondies. Une des solutions proposées est d'extraire le carbone de l'atmosphère. De multiples technologies ont été imaginées. Créer des forêts artificielles, bâtir des aspirateurs géants, stimuler le plancton des océans. D'autres chercheurs préconisent de réduire les effets du rayonnement solaire, en peignant par exemple les routes ou les toits en blanc, ou même en envoyant des miroirs dans l'espace. À mon avis, la méthode qui a le plus de probabilité d'être déployée dans l'avenir est celle de la pulvérisation d'aérosols soufrés. Cela revient à installer une sorte de filtre solaire ou de pare-soleil autour de la Terre pour la refroidir. Pendant des années, quand on parlait de géo-ingénierie, on écartait le problème. C'est-à-dire c'est quelque chose qui paraissait non sérieux, dangereux, relativement loufoque. La grande majorité des climatologues n'en parlaient pas, ne voulaient pas qu'on en parle, et encore moins qu'on entreprenne des recherches à ce sujet. Ils pensaient que parler de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'un plan B, découragerait les politiciens de poursuivre le plan A, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour eux, ça aurait été une erreur éthique et politique. Et c'est assez intéressant de voir qu'en quelques années, un très petit nombre d'acteurs ont réussi à imposer la géo-ingénierie, au moins comme un élément dans notre panoplie. Et j'en veux pour preuve le fait que le GIEC a été obligé de statuer sur la géo-ingénierie dans le 5e rapport. Qui est derrière l'entrée de la question de la géo-ingénierie dans les rapports du GIEC? On a notamment dans le groupe 3 du GIEC en 2001 une section qui est extrêmement optimiste vis-à-vis à la fois de la stimulation du plancton dans les océans et des technologies de réflexion des rayonnements solaires dans la stratosphère. Et derrière ça, il y a David Kiss qui est aujourd'hui l'un des principaux entrepreneurs et un des principaux laudateurs des programmes sur la géo-ingénierie. Je crois que ce domaine m'a attiré parce qu'il était tabou. Les gens avaient peur d'en parler et il y avait peu d'études de fait. Alors j'ai choisi d'explorer cette piste. Autrefois, la géo-ingénierie semblait du domaine de la science-fiction. On l'estimait trop cher et potentiellement trop dangereuse. Les gens rejettent d'instinct l'idée qu'on puisse intervenir sur le climat. Pour certains, cette perspective est terrifiante.
Ils estiment que les hommes se prendraient pour des dieux. En voulant rivaliser avec la toute-puissance de la nature, la géo-ingénierie ravive des peurs ancestrales. Dans ce tableau de Charles Lacoste, intitulé « La main d'ombre », on voit la main de la nature qui va propulser l'humanité dans une nouvelle phase de son existence. Les minuscules affaires humaines sont toujours éclipsées par le monde naturel, qui a ses propres lois et suit son propre cours. La nature peut nous balayer comme des fourmis. Les promoteurs de la géo-ingénierie se croient aujourd'hui assez puissants pour prendre le contrôle de cette main qu'ils voudraient rendre protectrice et accomplir ainsi un vieux rêve, devenir maître et possesseur de la nature. On fait de l'homme quelque chose de très différent, comme s'il n'appartenait pas à la nature. Ça, c'est vraiment l'idée occidentale de la nature. Alors, le moment où cette façon d'agencer les choses va s'affirmer, c'est fin 16e, et c'est cette idée-là même de la nature qui va conditionner la science, par exemple. Et effectivement, cette idée de la nature, elle va très vite déboucher sur l'idée de l'économie moderne. Il y a des lois économiques, ce sont les lois du marché. Le marché est un absolu, il n'a pas d'extérieur, parce que les techniques sont là pour faire que finalement le capital naturel qu'on détruit par nos activités économiques, on peut lui substituer indéfiniment des machines, des artefacts. Ça, c'est le dogme moderne. Il est idiot, il est faux. Vous ne substituez absolument pas des machines à la nature. Mais avec de nouvelles techniques, vous allez exploiter des compartiments de la nature que vous ne saviez pas exploiter autrefois, comme le gaz de schiste. Il nous faut la fracturation hydraulique et horizontale pour pouvoir exploiter le gaz de schiste. Donc la géo-ingénierie, c'est le dernier avatar de l'idée de nature. Les scientifiques russes, les scientifiques américains ont fait des essais assez désastreux dans les années 60-70 sur les manipulations à l'échelle globale du climat. C'est probablement un vieux fantasme humain. La géo-ingénierie traîne une mauvaise réputation due aux fantômes du passé. Je vais prendre le contrôle de la planète. Les craintes viennent du fait qu'on parle de contrôler la température du globe, mais aussi du souvenir de l'époque où l'on voulait modifier le climat pour accéder aux ressources de certaines régions. On peut situer les débuts dans les années 1960, à l'époque où l'on concevait des projets grandioses et délirants pour maîtriser la nature. Mais en fait, il y a eu plusieurs débuts, et non un seul. Quels sont ces débuts? Et pourquoi la géo-ingénierie traîne-t-elle cette mauvaise réputation? Deux historiens des sciences ont étudié la naissance de ces projets démesurés en dévoilant ce qui longtemps était resté secret d'État. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on pensait que les Allemands allaient développer une arme nucléaire. Ils avaient à leur disposition tous les spécialistes qui avaient travaillé sur des projets atomiques avant-guerre. Ils avaient les physiciens, les chimistes, la capacité technique nécessaire. Ils avaient tout pour y parvenir. Cette peur, cette paranoïa, a créé cette arme de la démesure. En très peu de temps, les États-Unis ont accéléré le projet Manhattan pour produire une arme atomique. Pendant ce temps, les Allemands consacraient toute leur énergie à la création de fusées et non d'armes nucléaires. Les nazis mettent leurs espoirs dans des armes nouvelles, les fusées, que les Américains, après la victoire, vont récupérer. Et la paranoïa logique recommence. Avec ces compétences nouvellement acquises, les Américains se mettent à craindre également l'avancée des Soviétiques, qui eux aussi ont embrigadé des savants allemands et affichent déjà leur supériorité en matière de conquête spatiale ou de lancement de missiles. La guerre froide entre les deux puissances a déjà commencé. Vous ne pouvez pas vous expliquer ce que fabrique votre ennemi et vous craignez le résultat.
Vous n'êtes pas sûr qu'il fasse ce à quoi vous pensez, mais il peut le faire, car il en a les moyens. Pour les États-Unis, cela signifie qu'il faut investir de l'argent dans un projet similaire, avec pour motif, c'est bien si nous le faisons, car ce sera entre de bonnes mains. Si ce sont eux qui y arrivent, ce sera entre de mauvaises mains. D'abord pour combattre l'Allemagne nazie, puis pour se protéger de l'Union soviétique, les États-Unis enrôlent leurs meilleurs chercheurs dans la course effrénée à l'innovation technologique. Le territoire possible de la guerre s'étend à toute la planète dont les militaires veulent prendre le contrôle. Les missiles balistiques traversent la haute atmosphère, les sous-marins descendent au plus profond des océans. Le Pentagone mène l'étude des phénomènes climatiques dans un objectif stratégique. Rien qu'aux États-Unis, on a formé plus de 7000 météorologues pendant la guerre, la plupart diplômés en physique ou en mathématiques. Il n'était que 400 avant-guerre. Ces spécialistes sont devenus capables d'étudier non seulement la météo quotidienne, mais aussi le climat mondial et son évolution. Sur ces images de propagande, une équipe météorologique de l'armée américaine s'apprête à envoyer un ballon-sonde dans l'atmosphère. À l'aide d'un dispositif de transmission, les mesures de température, de pression, d'humidité, de vitesse du vent sont recueillies pendant l'ascension du ballon. Des milliers et des milliers de chiffres qui ne peuvent plus être digérés par de petits cerveaux humains, mais par de gros ordinateurs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, John von Neumann développe un ordinateur capable de prévoir la météo. Pour comprendre les phénomènes atmosphériques, il utilise des machines développées à l'origine pour la création de la bombe atomique. La prévision météorologique devenait vitale pour la planification des grandes opérations militaires. On se souvient que le débarquement de Normandie a été repoussé d'une journée à cause de l'annonce d'une tempête. Von Neumann pensait que si l'on pouvait prévoir la météo grâce à un ordinateur, on pouvait aussi créer la météo qu'on souhaitait. On pouvait modifier certaines variables atmosphériques de manière à obtenir le temps qu'on désirait. On pouvait faire tomber la pluie, on pouvait provoquer un temps sec, on pouvait dégager le ciel ou faire tomber la neige. Et on pouvait le faire quand on voulait et où on voulait. À la même époque, en 1946, dans leur laboratoire de recherche de la General Electric, Irving Langmuir et son équipe étudiaient la formation des cristaux de glace dans les nuages. This is Vincent Schaefer speaking. I would like to show you a few of the experiments using a home freezing unit such as this, which has a temperature of around 0 Fahrenheit. We can form supercool clouds just like those in the natural atmosphere by breathing into the box. The moist air from the breath condenses and forms a cloud in a few seconds. We can then do various things to it to see whether or not we can convert this supercool cloud to snow. By taking a tiny piece of dry ice such as this and scratching it so a few tiny fragments fall into the supercool cloud, long streaks develop just like the vapor trail from an airplane. These contain millions and millions of tiny submicroscopic snow crystals which grow very fast. À partir de là, l'armée américaine a été fascinée à l'idée de pouvoir provoquer la météo qu'elle souhaitait, quand elle voulait et en toutes circonstances. Si des chars ennemis se dirigent vers telle région, il est possible de les embourber. Pour être sûr que telle armée va manquer de vivres, on peut provoquer une sécheresse pour détruire les cultures. Si nos avions sont bloqués au sol par le brouillard, on dégage le ciel. Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver.
Mieux que la bombe, la météo pourrait fournir l'arme absolue, furtive et dévastatrice à très grande échelle. Il ne reste plus qu'à trouver la formule magique pour prendre le contrôle des nuages. Dr. Langmuir announced that he and his co-workers had learned how clouds above freezing temperature could, under certain conditions, be seeded with a small quantity of water, and a reaction set up which would cause real rain to fall. For the first time in all history, there is now open to man the possibility of exerting some control over the weather. Probably the most remarkable achievement of the year. Alors ils vont investir dans un programme, le projet Cirrus, basé sur les recherches de Langmuir. Des avions militaires prennent leur envol avec l'objectif d'essayer de produire des trous dans les nuages. Cela peut sembler futile. Pourquoi faire des trous dans les nuages? L'idée était la suivante. Si vous devez atterrir et que vous ne voyez pas la piste d'atterrissage, en répandant de l'iodure d'argent depuis votre avion, vous pourriez faire un trou dans les nuages afin de voir le sol et de pouvoir atterrir. Qu'y a-t-il de si important dans ce document secret déclassifié? On y parle de prévision météo pour les opérations aériennes, mais aussi de contrôle de la météo pour des opérations terrestres et aériennes. Ce document prouve non seulement l'intérêt de l'armée pour tous les domaines des sciences de l'environnement, mais déjà cette préoccupation. Comment être en mesure d'utiliser le contrôle de la météo comme un outil pour les opérations militaires? En étudiant non seulement la météorologie locale, mais aussi le climat global, le Pentagone va disposer très tôt d'informations stratégiques sur le devenir de la planète. Le météorologue et glaciologue suédois Hans Ullman est venu aux États-Unis en 1947. Il a commencé des conférences dans plusieurs universités, mais il a aussi participé à une réunion secrète au Pentagone. Et il a annoncé la chose suivante. Les pôles semblent se réchauffer. C'est une tendance qu'on constate depuis les années 1920-1930. Les glaciers reculent. Il tenait beaucoup à ce que les États-Unis installent des bases de recherche au Groenland et dans tout l'Arctique pour mieux comprendre l'évolution du climat. This is the story of Camp Century. A great ice cap in Greenland was to be the location of the U.S. Army Polar Research and Development Center. Less than 900 miles from the North Pole, Army engineers began planning a city under ice, a camp to be built entirely below the ice cap surface. Sous couvert de recherche scientifique, les Américains installent une base militaire équipée d'un réacteur nucléaire. For the first time in history, a complete portable nuclear power plant was being readied to serve the needs of the equivalent of a small city, without the use of a single ton of coal or barrel of fuel oil. As winter approached, the nuclear plant was ready to begin operations. La petite ville, située juste à la bonne distance de l'Union soviétique pour lui envoyer des missiles, devait être composée de 4000 km de tunnels sous la glace pour y entreposer 600 têtes nucléaires. Mais les recherches scientifiques réellement entreprises vont démontrer que le glacier bouge bien trop vite pour ne pas détruire toute l'installation. Les silos nucléaires ne verront jamais le jour, mais d'autres forages vont avoir lieu, les plus profonds jamais entrepris sous la glace. Grâce à une technique nouvelle, testée sur la base militaire, les chercheurs atteignent pour la première fois le socle rocheux où a commencé à s'accumuler la glace il y a 100 000 ans. L'analyse des carottes glaciaires va confirmer les craintes de l'existence d'un réchauffement planétaire brutal. Le grand public était peu informé du changement climatique à l'époque. Et la population américaine ignorait à quel point le Pentagone s'inquiétait des conséquences que celui-ci aurait sur le plan de la sécurité nationale.
Pourquoi la fonte des glaces représentait-elle une menace pour la sécurité nationale? Parce qu'avec des étés plus longs, l'Union soviétique allait accroître sa production agricole et ses ports du Nord seraient libres de glace sur de plus longues périodes. L'Union soviétique espère ouvrir une nouvelle voie maritime. Le Grand Nord devient un enjeu pour les deux superpuissances. А что, если к холоду не приспосабливаться, а попробовать уничтожить его? Утеплить север. Научиться управлять климатом – заветная мечта человечества. Ведь почти половина только нашей страны скована вечной мерзлотой. Но возможно ли это? Хватит ли у нас сил для такого необычного дела? C'était une époque très optimiste. On ne voyait pas de limite à ce que la société pouvait faire. On pouvait créer des réacteurs nucléaires pour fournir de l'électricité gratuitement à tout le monde, aller sur la Lune, etc. Certains projets étaient viables, d'autres étaient irréalistes. Et il y avait des gens qui voulaient modifier le climat de la Terre, faire fondre l'Arctique pour accéder à ses ressources. Кажется, сама природа указывает место, в котором нужно воздвигнуть плотину и откачивать воду из Ледовитого океана. Это приведет к сильнейшему притоку теплых вод из Атлантики. Гольфстрим понесет свое тепло через полярный бассейн, Тихий океан. Лед начнет таять, и уже через несколько лет Арктика полностью освободится ото льда и вечной мерзлоты. Построить такую плотину в наших силах, убеждал инженер. Удивительно заманчиво. Même les Américains négocient un temps leur participation au barrage soviétique. L'opposition au projet viendra du climatologue russe Mikhail Boudicko, qui s'inquiète des conséquences sur l'environnement. En étudiant le processus de fonte de la glace, il a découvert des enchaînements d'effets inattendus. Si on regarde la façon dont l'artiste a peint la lumière tombant sur ce paysage de l'Arctique, on constate que là où la glace tient bon, le paysage est lumineux, car les rayons du soleil sont reflétés et renvoyés dans l'espace. Alors que là où la glace a fondu, on voit l'eau sombre de la mer. Cette eau sombre absorbe la plus grande partie des rayons du soleil. Par conséquent, la mer se réchauffe plus vite et la glace fond plus vite. C'est le principe de l'albédo. Un corps blanc réfléchit au moins 80% de la lumière. Plus il y a de la peinture blanche, plus il y a de la neige, plus il y a des nuages, plus la chaleur de la lumière du soleil est évacuée dans l'espace et moins la température augmente sur Terre. Ce sont les effets de l'albédo qui sont en jeu dans le réchauffement de la planète, simulés grâce à des logiciels d'ordinateur. Mikhail Boudicko a conçu dans les années 60 les premiers modèles simples de rétroaction. Il montrait le lien entre l'augmentation des gaz à effet de serre, la fonte des glaces, l'assombrissement de la Terre et l'absorption accrue du rayonnement solaire. Ce concept d'équilibre énergétique est depuis un élément central de tous les modèles climatiques. Le modèle informatique de Boudicko est le premier qui permet de prévoir le climat à venir et de simuler une intervention sur l'atmosphère terrestre. Mikhail Boudicko était alors le plus grand spécialiste soviétique en matière de climat. Et c'est lui qui a proposé le premier d'injecter des particules soufrées dans la stratosphère pour contrebalancer l'effet de serre. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions jamais visité la stratosphère autrement qu'en ballon. Les hommes n'ont pu explorer cet espace qu'avec l'arrivée des U-2. Encore une fois, c'est un programme de recherche de l'armée américaine qui permet à un avion de science-fiction dès 1957 d'étudier les zones les plus reculées de l'atmosphère. On a alors découvert qu'il y avait plusieurs couches dans la stratosphère. On l'appelle stratosphère parce qu'elle est composée de strates. Mais évidemment, l'U-2 de Lockheed est d'abord un avion espion, capable de survoler tout l'Empire soviétique.
Le 1er mai 1960, quelques heures avant le défilé annuel sur la place Rouge, un U-2 est abattu lors d'une mission d'espionnage en URSS et son pilote capturé. Washington prétend d'abord qu'il s'agit d'un avion de recherche météo. Après le début de la guerre froide et pendant plus de 10 ans, les agences de renseignement comme la CIA, qui a développé très tôt sa branche de renseignement scientifique, ont eu énormément de mal à savoir où en était la science en Union soviétique. Cela a alimenté les peurs. Les soviétiques vont nous dépasser dans tous les domaines de la recherche, y compris celui du contrôle de la météo. Et s'ils nous devancent dans le contrôle de la météo, ce sont eux qui contrôleront le monde. Ils ne disent rien, ils ne publient rien sur leurs recherches. Elles doivent donc être secrètes. Et s'ils travaillent en secret, ils vont nous devancer. Nous devons donc investir plus d'argent. Mais attention, notre programme, lui aussi, doit rester secret. Cette paranoïa motive la poursuite d'expériences que le Pentagone baptise désormais guerre climatologique. En pratique, on tente de modifier la météo localement en perfectionnant les techniques d'ensemencement des nuages. Les tuyaux d'arrosage contribuent efficacement à la recherche stratégique. À la Maison-Blanche, John Fitzgerald Kennedy et son entourage scientifique s'inquiètent d'une utilisation d'armes climatiques aux effets beaucoup plus vastes. On redoute le recours à des explosions nucléaires ou à des missiles balistiques pour changer la température terrestre. Le président Kennedy dénonce les risques d'une telle expérience sur l'atmosphère, sans pour autant interrompre les programmes de recherche de l'armée américaine. The government has the clear responsibility to weigh the importance of large-scale experiments to the advance of knowledge or to national security against the possibility of adverse and destructive effects. We must balance the gains of weather modification against the hazards of protracted drought or storm. Le président Lyndon Johnson était déterminé à poursuivre les programmes initiés par Kennedy, assassiné en novembre 1963, auquel il succédait. Ours is a time of change, rapid and fantastic change, bearing the secrets of nature, placing in uncertain hands new weapons for mastery and destruction. Lyndon Johnson pensait que les sciences de l'environnement pourraient rendre toutes sortes de services aux hommes. Il s'intéressait particulièrement à la possibilité d'apporter de l'eau dans les régions où elle faisait cruellement défaut. Il voyait en cela un outil diplomatique. C'est ce qui a conduit aux essais de modification de la météo en Inde lors de la famine du Bihar. Pour empêcher que l'Inde ne se dote de la bombe atomique, les Américains offrent en échange l'arme météorologique. Faire pleuvoir. Johnson voyait cela comme un ensemble. Ces techniques pouvaient permettre de garder certains pays dans l'orbite de l'Ouest, en des temps de profonde tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et elles avaient aussi une utilité militaire. Un homme encourage le président Johnson à construire un arsenal secret d'armes météorologiques. Il est si célèbre que Stanley Kubrick en a fait le héros d'un de ses films. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. C'est Edward Teller qui dirige le laboratoire national du département de l'énergie, situé à Livermore en Californie, créé spécialement pour lui au tout début des années 50. Edward Teller est un personnage célèbre, certains diraient tristement célèbre, de la période de l'après-guerre. Surtout connu comme le père de la bombe à hydrogène
Il a joué un rôle crucial dans le déclenchement et la poursuite de la guerre froide, en développant des armes nucléaires de plus en plus sophistiquées. Il a voulu créer une arme comme la machine infernale dans Dr. Folamour, une arme si radicale que personne n'oserait s'en servir. Et il a développé la bombe H, qu'il a appelée la superbombe. Son raisonnement était « Je ne me fie pas aux systèmes sociaux, je me fie à la technologie. La solution pour maintenir la paix est de créer l'arme la plus destructrice qui ait jamais existé. » L'atomic bomb, instead of being fearful, was stabilizing. Le docteur Folamour, comme on l'appelait parfois, prenait l'usage d'armes nucléaires à des fins civiles. Il voulait utiliser des bombes pour percer des canaux, creuser des baies portuaires ou raser des montagnes. Use nuclear explosives, like high explosives have been used, for the purpose of mining. Use nuclear explosives in the bowels of the earth, using the earth itself as the crucible, to make new kinds of chemistry. Peaceful nuclear explosions. Carefully controlled, these vast, compact, and relatively inexpensive sources of energy are made to do useful work, buried in the earth to achieve specific desired effects. Today, detailed experimentation. Tomorrow, the energy of the atom released in an explosion may help produce oil and gas, mine minerals, dig harbors, canals, and mountain passes. And so this Cette propension à utiliser les plus sombres capacités créatives de l'homme pour transformer le monde naturel s'est répandue parmi certains partisans de la géo-ingénierie, une sorte de fol enthousiasme pour l'utilisation de technologies extrêmement puissantes, visant à contrôler et manipuler la nature au gré de nos intérêts. Sauf que maintenant, il s'agit du système climatique de la planète entière. J'ai reçu un appel de sa secrétaire que je connaissais depuis une dizaine d'années. Elle m'a dit, « Le docteur Taylor veut vous voir, dans 1 heure. Il a une question à vous poser. » J'ai demandé, « Quelle question ?» Elle m'a répondu, « Il s'interroge sur la possibilité d'utiliser des explosions nucléaires pour mettre fin à la sécheresse en Californie. Il veut savoir si ça peut marcher, si les modèles climatiques peuvent le dire. » Le laboratoire de Livermore avait des ordinateurs de pointe. Edward Teller a donné toute latitude aux scientifiques pour construire un modèle atmosphérique global et voir ce que ça donnerait. Ils en ont fait une animation sur ordinateur. Puis une société de dessin animé de Californie du Sud y a ajouté des filtres de couleurs. Et ainsi, ils ont créé un film en 35 mm qui illustrait les résultats de ce modèle atmosphérique. Pour Edward Teller, la même arme qui peut résoudre la sécheresse en Inde ou en Californie doit servir à des opérations militaires. Il est l'inspirateur de la première application connue des armes météorologiques au Vietnam. Le projet secret de la marine américaine était de trouver le moyen d'augmenter les précipitations pendant la mousson. Dans quel but? Eh bien, si vous êtes au Laos et que vous voulez être sûr que les hommes et le matériel ennemi ne pourront pas quitter le Vietnam du Nord pour gagner le Sud puis le Laos, vous pouvez souhaiter que les pluies soient encore plus diluviennes que d'ordinaire pendant la mousson. L'armée américaine réussit ainsi à noyer la piste Ho Chi Minh. L'opération Popeye va être prolongée 5 ans dans le plus grand secret. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête.
le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle. Le Congrès fait pression pour que le contrôle de la météo ne soit plus jamais utilisé comme une arme. Dès lors, le climat peut être protégé et non plus utilisé. Mais l'opinion publique est plus mobilisée à propos de la paix au Vietnam que par l'organisation en 1972 par les Nations Unies de la première conférence de l'histoire sur la crise de l'environnement. Le secrétaire général de l'ONU dénonce l'inaction des gouvernants face au problème de la pollution atmosphérique. It is this world that is threatened by the impact of man's unplanned, selfish and ever-growing activities. C'est la faute, vous, lui, moi, c'est notre faute à nous, le public. Pourquoi? Parce que les gouvernements n'agissent que sous l'effet, la poussée de l'opinion publique, que cette opinion publique n'est pas assez forte, et si elle n'est pas assez forte, c'est tout simplement parce que vous, moi et les autres, nous ne sommes pas assez convaincus. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment. She was met by the Secretary General of the conference, Mr. Maurice Strong. Modern man must re-establish an unbroken link with nature and recognize, as did the ancients in India centuries ago, that one can take from the earth and the atmosphere only so much as one puts back into them. La fin de la démesure des actions humaines s'impose. Cette même année 1972, une équipe scientifique, commanditée par le Club de Rome, publie un rapport qui dénonce un modèle de développement économique épuisant la planète depuis 3 siècles. They built a global computer model on paper to measure long-term trends. They found, and this is the core of their startling book, The Limits to Growth, that the way things are going now, the planet can support us for less than 100 years. It may be nearer 50. Their study was headed by a 29-year-old MIT systems analyst named Dennis Meadows. Les délégués de la conférence de Stockholm ne seront pas plus entendus que le rapport Meadows, puisqu'ils remettent en cause les fondements même de la croissance économique depuis la révolution industrielle. Monet a représenté dans ce tableau l'essence de la modernité. On y voit des péniches sur les rives de la Seine qui ravitaillent la ville en charbon, l'indispensable source d'énergie. On voit les hommes décharger le charbon en portant de lourds sacs sur la tête, puis revenir à vide et se charger à nouveau. Ils apportent la source d'énergie qui a permis la révolution industrielle. Monet nous montre ce qu'on faisait grâce au charbon. C'est la ressource qui a rendu possible l'ère de la machine à vapeur. Et c'est grâce à son réseau de transport qu'un pays comme la France a pu construire la force commerciale qui a fait d'elle une nation industrialisée. L'extraction du charbon, le développement des transports et des procédés industriels ont engendré la croissance économique moderne. Mais bien sûr, c'est aussi cette source d'énergie qui a conduit à la crise climatique avec laquelle nous sommes aux prises aujourd'hui. Par son ampleur, la crise climatique menace les fondements même de l'économie mondiale qu'il a engendrée. Un processus de destruction de la planète que les scientifiques ont découvert, quantifié, documenté depuis bien trop longtemps. К концу будущего столетия температура вырастет на много градусов. И в этих условиях могут создаться условия, если не высоких, то в низких широтах, совершенно невыносимые для людей. В самом деле, если растает материковый лед Гренландии, а затем и ледники Антарктиды, то уровень мирового океана значительно поднимется. Десятки городов, таких как Нью-Йорк, Лондон, придется эвакуировать, переселить на более высокие места. И хотя это заботы будущего, о них нельзя забывать. Ведь города растут и нагревают атмосферу. Теперь и проблема Арктики приобретает иной характер.
Devant l'ampleur de la catastrophe annoncée, pour la première fois, des scientifiques font l'inventaire des solutions magiques au dérèglement climatique. Il y a un article de 1974 de Schneider et Kellogg, qui sont deux météorologistes extrêmement connus aux États-Unis, extrêmement respectés, qui nous expliquent que maintenant la problématique est en train d'évoluer et que peut-être on pourrait réfléchir à la possibilité de contrebalancer le changement climatique éventuellement. Mais ils sont très réservés à ce sujet-là. Mais ces scénarios de science-fiction vont être renvoyés aux oubliettes, suite aux négociations commencées entre Américains et Soviétiques dès les révélations sur l'arme climatique utilisée au Vietnam. In the last few years, it has become evident that advances in science and technology will permit man to change climatic conditions. Les Nations Unies adoptent une convention interdisant toute modification agressive de l'environnement. Russes et Américains renoncent à la course aux armes météorologiques et climatiques. Le domaine de cette convention est large. Elle n'interdit pas seulement d'utiliser la pluie artificielle contre un ennemi ou de provoquer une sécheresse pour affamer une population, elle interdit toute manipulation de la météo à des fins hostiles. Motivé par la crainte d'une catastrophe mondiale, l'accord sur le climat annonce la fin d'une autre course aux armements. Le climatologue Ken Caldeira militait alors contre la bombe atomique. À l'époque, j'organisais des manifestations contre les armes nucléaires et l'énergie nucléaire. J'ai même été chargé de mettre sur pied une coalition qui a été à l'origine de la plus grande manifestation antinucléaire de notre histoire. C'était à Central Park, le 12 juin 1982. La réduction du nombre d'ogives nucléaires doit bien plus à un enchaînement de découvertes scientifiques inattendues qu'à cette impressionnante mobilisation. Étrangement, c'est l'exploration spatiale qui remet en cause la course à l'armement atomique. Spacecraft Mariner 9, launch date May 30th. Mission, fly 248 million miles through space to Mars. Alors qu'une tempête de poussière enveloppe la planète, Mariner 9 mesure une température très élevée au niveau des nuages et extrêmement basse au sol. Ce qui était tout à fait inattendu, mais ressemblait à l'effet d'une gigantesque éruption volcanique sur Terre. La communauté scientifique se met à guetter la prochaine éruption. L'éruption du mont Sainte-Hélène n'a eu presque aucun impact sur le climat car elle a libéré très peu de soufre dans la stratosphère. C'est le soufre qui forme ces petites particules qui peuvent rester en suspension plusieurs années. L'éruption du mont Sainte-Hélène a eu des retombées locales mais pas planétaires, contrairement à celle d'El Chichón. C'est en comparant ces deux éruptions que l'effet des nuages de poussière volcanique sur le climat fut mieux compris. Le nuage de poussière propulsé dans l'atmosphère par l'éruption d'El Chichón atteint le niveau de la stratosphère, où il va rester sans être lessivé par les pluies des nuages, cantonnés en dessous. Les plus grandes éruptions volcaniques recouvrent toute la planète d'un nuage dont les particules s'accumulent au sol en une couche uniforme. Une de ces accumulations témoigne de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. La poussière soulevée par la collision d'une météorite avait occulté si longtemps la lumière du soleil que l'immense majorité des plantes et des animaux étaient morts de faim et de froid. En juin 1982, deux spécialistes de la chimie de l'atmosphère prennent conscience de ce qu'ils nomment alors l'hiver nucléaire. We started thinking about smoke, how much smoke would be produced, and we looked into that and then found that due to forest fires alone, large amounts of smoke would be produced which would block out sunlight. Tous les modèles de prévision climatique le confirmaient. L'hiver nucléaire, après une guerre atomique, provoquerait une extinction massive, humaine, animale et végétale sur toute la surface de la planète. Scientifiques russes et américains se rencontrent par vidéoconférence.
This again stresses that in a nuclear war there can be no victor and no vanquished. In the final analysis, all sides suffer fatally and, thus we are raising the very question of life on Earth. Comme pour les armes climatiques, la peur de la fin du monde a contribué au ralentissement de la course aux armes atomiques. Edward Teller, lui, ne veut pas du désarmement et continue avec fougue à militer pour augmenter la puissance de l'arsenal américain. But I can tell you that I have confidence in the X-ray laser, whose main contributor has just happily joined me, and he's on the left of me. Et Lowell Wood était si proche d'Edward Teller, Dr. Strangelove, que son surnom fut Dr. Evil. We go to Washington from time to time and we present what we have done, what we are doing, what we believe that we can do in such and such a time frame for such and such a cost. And the people that we speak to in government, both in the executive and the legislative branches, say that's great, keep it up, here's more money. Edward Teller et Lowell Wood continuent de profiter de leur crédit auprès du président Ronald Reagan pour entraîner les soviétiques dans une nouvelle course aux armements. La guerre des étoiles, après la guerre nucléaire et la guerre du climat. Mais cette fois, l'URSS est incapable de relever le défi. Divisé, avec une économie à bout de souffle, le bloc soviétique n'a pas les moyens de se lancer dans une nouvelle course aux armements. Les Russes s'en tiennent encore aux vieilles recettes, continuant à manipuler le climat localement. Depuis les années 50, la recherche météo soviétique permet l'ensemencement des nuages avec une formule magique à base d'iodure d'argent, de glace sèche et de poudre de ciment. Rituel immuable. Chaque 1er mai, un soleil radieux inonde la place rouge au moment de la grande parade militaire. Les Chinois, quant à eux, utilisent les mêmes techniques pour obtenir la pluie. Dans les années 1950, 60, 70, comme l'URSS à l'époque, on voyait comme une bonne chose que l'homme puisse changer la nature avec ses propres moyens. Nous disions, à ce moment-là, l'homme déterminé vaincra le ciel. Pendant très longtemps, la Chine a tenté de manipuler l'environnement au bénéfice des hommes. Ça a eu parfois des conséquences désastreuses. Aujourd'hui, je crois que les gens sont très lucides à propos des essais qui ont été faits pour intervenir sur la nature. C'est justement parce que nous avons des idées comme l'unité entre le ciel et l'humain, le respect pour la nature, l'adaptation à la nature, c'est-à-dire le concept du feng shui, que pendant l'exploration des ressources naturelles, nous faisons particulièrement attention à ne pas détruire le feng shui. C'est la fin de la paranoïa logique américaine. Les expériences de domestication de la nature réalisées par les communistes se résument peut-être à une lutte sans merci contre la sécheresse avec une arme redoutable, une fois encore, le tuyau d'arrosage. Au moment même où l'Union soviétique fête son dernier 1er mai, survient une éruption volcanique de grande ampleur qui bouleverse les données climatiques. Un nuage de particules recouvre la planète et entraîne une chute d'1,5 degré de la température globale pendant 3 ans. C'est l'éruption la plus importante du XXe siècle et la mieux étudiée. Elle a donné lieu aux analyses et aux modélisations les plus pointues qui soient. Nous les utilisons encore pour améliorer notre modèle climatique et tenter de comprendre l'impact de cet événement. Le Pinatubo est devenu une référence, car nous avons beaucoup d'informations à son sujet. Nous savons combien de dioxyde de soufre a été injecté dans la stratosphère, à quel endroit, et ce qu'il est devenu par la suite. Cette éruption apparaît comme une aubaine pour Edward Teller. L'ennemi communiste disparu, il réoriente sa recherche en vue de la fabrication d'éruptions artificielles programmées contre la nouvelle menace globale, le changement climatique. L'une des toutes premières suggestions d'utiliser la pulvérisation d'aérosols sulfatés
pour lutter contre le réchauffement climatique a été publié en 1997 par Edward Teller et Lowell Wood. Edward Teller se disait qu'on pouvait développer différents types d'aérosols pour refroidir la planète, et peut-être d'autres pour la réchauffer, et qu'ainsi on pourrait contrôler le système climatique et choisir la température qui nous convient. Lowell Wood et Edward Teller présentent leurs idées lors d'une conférence où les principaux personnages de cette histoire sont réunis pour la première fois. On était une trentaine à la conférence de l'Institut de recherche sur le changement climatique. Et il y avait Lowell Wood. C'était la première fois que je le rencontrais. J'étais là, à côté d'autres personnes comme David Keyes. Tous trouvaient que c'était de la folie. On lui a dit en gros, Lowell, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai qu'on peut faire baisser la température moyenne de la planète, mais le climat ne se réduit pas à une seule température. Je suis rentré et on a mis au point le premier modèle informatique de simulation de géo-ingénierie solaire. À notre grande surprise, ça marchait très bien. On a publié un premier article expliquant « Ça marche plutôt bien dans ce modèle climatique, mais ne vous fiez pas totalement aux résultats. Ils peuvent varier dans le monde réel. » Personne, à part quelques fous, ne s'intéressait à ça à l'époque. Ce n'est que lorsque Paul Crutzen a commencé à en parler qu'on s'est mis à lire les travaux qui avaient été faits auparavant. Paul Crutzen tire son autorité de l'invention du concept d'hiver nucléaire et de son prix Nobel obtenu pour sa découverte de la décomposition de l'ozone de l'atmosphère. Découverte qui, à Montréal en 1987, a permis le premier et seul accord contraignant au niveau mondial, l'arrêt de l'utilisation de certains gaz qui détruisaient la couche d'ozone. The Montreal Protocol improves the odds in the risky game the world has been playing with its own future. Son autorité lui permet d'imposer la réflexion sur la géo-ingénierie, d'autant qu'il vient d'inventer le terme anthropocène. Paul Crutzen a inventé le terme anthropocène pour baptiser les années à venir en tant que nouvelle période géologique, de même qu'il y a eu le Crétacé, etc. Dans l'ère géologique qui s'est ouverte, l'homme joue un rôle déterminant sur la planète. Anthropocène, l'humanité est devenue puissante. Alors ensuite, après, effectivement, on peut l'interpréter de manière très différente. C'est génial, c'est extraordinaire, on sera de plus en plus puissant, on va faire exploser toutes les limites, et finalement, si tant est qu'il y aurait un Dieu, on va même prendre sa place. Et puis on peut aussi se dire, ben non, nous sommes devenus puissants, mais nous sommes puissants essentiellement dans la destruction. On n'est pas aussi puissant dans la construction et encore moins dans la réparation. Et là, effectivement, la puissance devient inquiétante. Elle devient une source de dommages. Elle devient une source de problèmes. Et c'est le même mot. Paul Crutzen désire secourir le monde une fois de plus. On m'a demandé, tu es au courant de l'article qu'a écrit Paul Crutzen? Il parle de quoi? Il dit qu'on devrait peut-être envisager de larguer du soufre dans l'atmosphère, comme le font les volcans, pour réduire la température, puisqu'on ne fait pas l'effort de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors j'ai écrit à Paul, c'est vraiment ce que tu dis? Peux-tu m'envoyer une copie de ton article? Il me l'a envoyé, je lui ai renvoyé mes commentaires, mais il l'a quand même publié en 2006. Il a été sévèrement critiqué par ses collègues scientifiques pour avoir rompu le silence autour de la géo-ingénierie. Mais c'était fait. Et après cette publication, on a vu rapidement se multiplier les articles portant sur différentes formes de géo-ingénierie. L'article de Paul est formidable, bien qu'il n'ait rien apporté de nouveau par rapport à ce que moi et d'autres chercheurs avaient déjà dit. Seulement, dit par lui, l'impact a été beaucoup plus fort. Ça a été le détonateur, parce qu'il y avait déjà une force accumulée prête à exploser. On avait besoin de parler de ces questions-là. Même si l'on considère que c'est de la folie, on ne peut pas prendre de décisions judicieuses en ignorant ces questions et en faisant l'autruche. La géo-ingénierie fait son entrée dans le débat public. Aux États-Unis, ses partisans vont chercher le soutien de l'opinion et des leaders politiques. It's an old idea. And for a long time, there was a taboo that basically said, in the scientific community, agreed not to talk about it in public. Difficile de faire entrer la géo-ingénierie dans le débat politique américain, alors que la réalité du dérèglement climatique est encore loin d'être reconnue par tous. No challenge. No challenge
poses a greater threat to future generations than climate change. Le lendemain, le Sénat vote enfin une résolution proposée par les démocrates, affirmant que le changement climatique n'est pas un canular. This vote can be a first little beam of light through the wall that will allow us to at least start having an honest conversation about what carbon pollution is doing to our climate and to our oceans. Mr. President, climate is changing, and climate has always changed, and it always will. There's archaeological evidence of that, there's biblical evidence of that, there's historic evidence of that. It will always change. The hoax is that there are some people who are so arrogant to think that they are so powerful they can change climate. La seconde motion indique que le réchauffement est dû à l'activité humaine. Même si cela est scientifiquement avéré, elle est rejetée par 49 des 54 sénateurs républicains qui croient que seul Dieu en aurait le pouvoir. Ce sont pourtant les mêmes qui apportent les plus forts soutiens à la géo-ingénierie. Aux États-Unis, de nombreux groupes de réflexion conservateurs nient vigoureusement et depuis des années les conclusions des sciences climatiques. Ils ont attaqué les climatologues, déstabilisé les experts du GIEC, ils ont parlé de canulars, d'impostures, d'escroqueries. Ils se sont opposés à toutes les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique aux États-Unis. Et pourtant, ce sont ces mêmes groupes qui soutiennent la géo-ingénierie. On peut se demander comment ils font pour soutenir une solution à un problème qui, d'après eux, n'existe pas. C'est que pour l'essentiel, défendre la géo-ingénierie, c'est ne rien vouloir changer aux habitudes de consommation de l'énergie, comme peuvent le répéter à l'envi les lobbyistes de Cass Street. Les technologies actuelles de production d'énergie sans émissions de gaz à effet de serre coûtent bien plus cher que les combustibles fossiles. Au sein des groupes conservateurs, comme le Hudson Institute ou l'Institut de l'entreprise américaine, de nombreuses personnes, même si ce n'est pas tout le monde, pensent que le changement climatique ne représente pas une réelle menace. Les élus du Parti républicain n'ont peut-être pas envie d'assumer le coût économique considérable de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, cela implique la transformation de toute l'économie mondiale. Les républicains sont souvent des passionnés de technologie, de high-tech. Il est possible qu'ils pensent « Attendez, il y a un moyen technique d'arranger ça. » Je suis convaincu que la gestion du rayonnement solaire sera plus facile à mettre en œuvre politiquement que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a bien plus de chances de parvenir à un accord entre républicains et démocrates sur la géo-ingénierie que sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Avec la géo-ingénierie, les gouvernements n'ont pas à défier le pouvoir des compagnies pétrolières et minières. Avec la géo-ingénierie, les gouvernements n'ont pas à imposer des taxes sur le carburant et l'électricité. Ils n'ont pas à demander aux consommateurs de modifier leur mode de vie. Vous voyez donc à quel point la géo-ingénierie peut être séduisante au niveau politique. C'est dire combien la mise en pratique des procédés de refroidissement de la planète par la géo-ingénierie n'est pas seulement possible, mais politiquement probable. Manifestement, l'objectif de ces gens, c'est pas de réduire la catastrophe, il faut être clair, c'est de faire de l'argent, c'est de vendre des techniques, c'est de créer un marché. Certaines personnes sont en train de déposer des brevets pour des technologies de géo-ingénierie. Ils misent sur le fait que si la situation devient désespérée, on se tournera vers eux pour acheter leurs propriétés intellectuelles. Je voulais essayer de comprendre par moi-même le changement climatique.
On fait venir des climatologues qui comprennent très bien le problème et on essaie de proposer toutes sortes de solutions délirantes. Lowell Wood a été dans cette salle, de même que Nathan Myhrvold, Bill Gates, Paul Allen, etc. On s'amuse beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose d'amusant. On a cherché la solution la plus pratique et la plus économique et on a calculé la quantité qu'il faudrait. On a ainsi inventé un système qu'on a baptisé StratoShield. Faudra-t-il pulvériser des milliards de tonnes de particules dans l'atmosphère? Non, une toute petite quantité suffira. On pulvérisera ces particules au moyen d'un tuyau porté par une série de ballons en forme de V. Un tuyau flexible, pas très différent de celui que vous utilisez pour arroser votre jardin. Ce tuyau ira de la surface de la Terre jusqu'à la stratosphère. Selon nos calculs, un tuyau de 5 cm de diamètre devrait suffire pour couvrir tout l'hémisphère nord. Il ne faudrait que 2 tuyaux comme ça pour couvrir la surface de la Terre. Pour l'heure, si le tuyau d'arrosage reste le principal accessoire, il ne sort toujours pas des laboratoires. Parfois, des gens ont fait interdire des expériences de géo-ingénierie parfaitement anodines, ce qui est franchement absurde. Ça a été le cas pour des expériences en Angleterre, où il s'agissait juste de pulvériser un peu d'eau. 3 universités se sont réunies au sein d'un projet baptisé SPICE, Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering. Une équipe de Cambridge recherche le meilleur moyen de saupoudrer l'atmosphère de particules. À mon avis, le moyen le plus simple de diffuser des particules, c'est d'utiliser un tuyau. Regardez. Voilà le système qui m'intéresse. Il y a de nombreux paramètres à étudier. Le ballon doit être très gros et le tuyau très solide, car la distance est immense. Ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas du tout de sciences climatiques. Maintenant, c'est devenu un problème d'ingénierie. Yes, but oh wow. Le 26 septembre 2011, 50 organisations internationales de lutte contre le réchauffement climatique rendent publique une lettre demandant l'interdiction de l'expérience en réel dans l'atmosphère du projet SPICE. Hugh Hunt présente ici en modèle réduit ce qu'il a été empêché de réaliser, envoyer de l'eau pour tester ses tuyaux. On affronte des problèmes que personne n'a jamais eu à résoudre, ni même à imaginer. Et on a décidé très tôt au cours de ce projet de ne pas viser la reconnaissance, mais de montrer nos recherches telles quelles au public, pour stimuler et alimenter le débat. Je trouve que c'était incroyablement courageux de notre part, et j'en suis très fier. C'est drôle d'y repenser aujourd'hui et de se rendre compte à quel point on a été naïf. Car tout le monde s'est intéressé à ce qu'on faisait et a considéré qu'il s'agissait d'une expérience de géo-ingénierie en plein air. Je pense qu'en fait, le gouvernement britannique a commis une erreur en finançant cette première grande expérience publique de géo-ingénierie. Car l'objectif n'était pas de mesurer les risques ou l'efficacité du dispositif, mais juste de trouver la solution la moins chère. À l'université d'Harvard, David Kiss a imaginé avec son équipe un ballon expérimental pour répandre de minuscules particules à une hauteur de 22 km. La perturbation sera très limitée. On répandra environ 100 grammes de soufre, soit l'équivalent des émissions d'un avion commercial en 1 minute de vol. Beaucoup vont s'opposer à cette expérience. Pourtant, les risques sont infimes à cette échelle-là. Mais ce serait en effet la première expérience de manipulation de ce type dans la stratosphère.
Une partie de l'argent vient de la fondation de Bill Gates. Le reste vient de start-up. Mais nous ne ferons pas ces expériences si elles ne sont pas d'abord financées par une agence de recherche scientifique dépendant de l'État. La technique d'épandage mise au point, une étude recommande d'utiliser un type d'aéronef semblable à ce prototype de l'avionneur Lockheed. La géo-ingénierie solaire est rapide, bon marché, et elle ne mobilise qu'un petit nombre de personnes. Mais ce qui la rend attractive la rend aussi dangereuse. C'est une épée à double tranchant. Donc, on a d'un côté une voie difficile, qui est la meilleure option, et de l'autre, la voie de la facilité, qui est à la fois séduisante et risquée. Pour prévoir et prévenir les risques de ces expériences totalement inédites, le seul outil disponible pour les scientifiques est la modélisation informatique du climat. La plupart des chercheurs ont un laboratoire, font des tests dans des éprouvettes, utilisent des accélérateurs de particules. Nous, notre laboratoire, c'est le monde entier. On ne peut pas y faire des expériences car on n'a qu'une seule planète. Des équipes du monde entier ont créé un modèle climatique où sont simulées virtuellement autant d'éruptions volcaniques voulues, avec les mêmes caractéristiques que l'éruption du mont Pinatubo. La ligne verte, c'est le réchauffement climatique jusqu'en 2007. La ligne rouge, c'est si rien ne change et que le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Ici, on voit l'effet du Pinatubo, un refroidissement de quelques dixièmes de degrés Celsius. La ligne noire, c'est 5 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans les tropiques, un Pinatubo tous les 4 ans. La ligne marron, c'est un Pinatubo tous les 2 ans, 10 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère chaque année. En faisant des simulations de géo-ingénierie, on a réussi à stabiliser la température en réduisant la quantité de lumière solaire qui nous parvient pour contrebalancer l'effet de serre. Mais au bout de 50 ans, si on arrête de se protéger des rayonnements du soleil, la température augmente bien plus vite que si l'on n'avait rien fait. L'efficacité de la géo-ingénierie n'est que momentanée et son arrêt provoquerait un réchauffement si rapide que toute adaptation est rendue impossible. Pour l'éviter, il faudra enfermer la planète dans un nuage perpétuel. Les modèles prédisent aussi des effets en cascade sur l'environnement, avec de fortes variations locales. Baisse des précipitations ici, excédent de pluie là, suppression de la mousson en Asie, risque de désertification et de famine. Un scénario catastrophe qui rappelle une des plus violentes éruptions volcaniques restées dans les mémoires. Une de mes histoires préférées est liée à l'éruption du volcan Tambora, en Indonésie, en 1815. Quelques mois après l'éruption, ses effets se sont fait sentir sur le climat en Europe, de l'autre côté de la planète. En plein mois de juin, la pluie et la boue qui envahit le champ de bataille de Waterloo rendent inefficaces les canons dont la supériorité numérique du côté français aurait dû emporter la décision. L'éruption la plus importante des 10 000 dernières années change l'histoire du monde. La disparition de la mousson en Asie entraîne la famine et les épidémies, 100 000 morts. Alors que la chute de la température se ressent au niveau global, dans le Grand Nord, un passage provisoire dans la glace permet des explorations jamais tentées. L'année 1816 a été baptisée en Europe l'année sans été. Lord Byron, Percy Shelley et sa fiancée de 19 ans Marie se retrouvent au bord du lac Léman avec l'intention de marcher dans la montagne. Le mauvais temps les garde enfermés dans la villa Diodati. D'ennui, ils écrivent. Et la jeune fille invente une histoire fantastique à l'invitation de Byron. Cette histoire est bien sûr celle de Frankenstein. Le sous-titre du célèbre roman de Mary Shelley est « Le Prométhée moderne ». Vous vous en souvenez, le docteur Frankenstein voulait créer la vie. Il récupère des morceaux de corps humain qu'il assemble dans son grenier, grâce à ses connaissances médicales, pour former une grande créature à laquelle il donne l'étincelle de vie.
Mais quand le monstre prend vie, Frankenstein découvre bien sûr qu'il ne pourra pas le contrôler. Nombre de scientifiques craignent qu'il se produise la même chose si l'on utilise la géo-ingénierie pour faire face au changement climatique. On pourrait créer une sorte de climat Frankenstein en utilisant notre génie technologique pour tenter de transformer le système climatique, de le dompter et de le réguler. Et cela pourrait être bien la pire folie jamais commise par l'humanité. Le problème avec Frankenstein, ce n'est pas le fait qu'il ait créé un monstre, mais le fait qu'il l'ait rejeté. Il regarde sa création, il n'arrive pas à l'aimer et il la rejette. La pire chose que l'on puisse faire, c'est de jeter aux oubliettes ce qu'on a fait en disant « je n'aurais jamais dû faire ça ». On devrait plutôt tenter de gérer de façon honorable les conséquences de nos actes. Il y a quelques années, la CIA m'a demandé si un autre pays essayait de contrôler le climat au moyen de la géo-ingénierie, est-ce qu'on le saurait? J'ai répondu oui, on le saurait. Parce que si un pays atténuait le rayonnement solaire au point de modifier le climat, on verrait un nuage dans la stratosphère. On a des satellites, des instruments au sol qui nous permettent même de détecter de petites éruptions volcaniques. Un tel nuage se verrait. Quel serait le premier pays tenté de recourir seul à la géo-ingénierie? Usine du monde, devenue le premier pollueur mondial, la Chine est aussi l'un des territoires les plus exposés au changement climatique. L'ironie est que les habitants des pays riches comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis ont réclamé de leur gouvernement qu'ils instaurent des lois anti-pollution. On ne voit plus ce genre de brouillard dans ces pays-là. Le smog n'était pas un événement naturel, c'était de l'air très humide, saturé de pollution industrielle. Mais si vous allez en Asie, et si vous survolez la Chine, vous verrez de vastes étendues couvertes d'une épaisse couche de pollution. Or, cette pollution contribue au maintien d'une température plus fraîche. Elle forme une strate qui réfléchit une part importante du rayonnement solaire. Grâce à elle, la température de la planète est plus basse d'1,5 degré à 1 degré peut-être. De nombreux spécialistes du climat sont très inquiets de ce qui se passera quand le gouvernement chinois suivra la voie des gouvernements des pays riches et prendra des mesures pour purifier l'air. Car si le smog disparaît en Chine ou en Inde, la planète se réchauffera davantage. Si on élimine ce bouclier de pollution, on obtient un réchauffement local d'1 degré, peut-être en l'espace de 5 à 10 ans. Cela dépend de la vitesse à laquelle est éliminé le bouclier de pollution. Imaginez que la Chine y soit parvenue et qu'elle décide d'en contrer les effets en envoyant des aérosols de sulfate dans la stratosphère. Et soudain, les récoltes sont perdues aux États-Unis, comme ce qui s'est passé en 2013. À l'époque, c'était peut-être des fluctuations naturelles. À l'avenir, dans ce scénario, on ne saurait pas si ce sont des fluctuations naturelles ou si ça a été provoqué par la géo-ingénierie réalisée par la Chine. Est-ce que la Chine va choisir un moyen comme la gestion du rayonnement solaire et apporter sa contribution au monde pour le contrôle de l'augmentation de la température? Nous, Chinois, sommes relativement plus prudents et préférons marcher avec des pas plus stables. Pour le moment, le niveau de connaissance scientifique n'est pas suffisant pour que les décideurs puissent en juger. Nous devons combiner la prudence avec le courage de faire avancer la recherche, en reliant la culture et la science de l'Orient et de l'Occident. Il nous faut échanger. Si les échanges commerciaux fonctionnent à plein régime, la division Nord-Sud perdure à propos du dérèglement climatique. Comment imaginer un accord pour contrôler le thermostat mondial? Et si on pouvait le faire
Qui réglerait le thermostat? Pour les jeunes qui nous regardent, c'est comme ça qu'on réglait un thermostat. Est-ce qu'on veut que les températures restent au niveau actuel? Ou qu'elles augmentent parce que des pays de l'Arctique veulent exploiter ces ressources? Ou qu'elles baissent parce que des populations souffrent déjà du réchauffement, surtout dans les archipels qui menacent de disparaître sous les eaux? Comment décidera-t-on de la température souhaitable? En fin de compte, on n'a qu'une seule planète. On ne peut pas autoriser l'emploi de technologies aussi puissantes sans risquer un désastre si les États se considèrent comme des entités souveraines, libres de faire ce qu'ils veulent. Je suis allé récemment à New Delhi, en Inde, pour assister à des réunions sur la recherche en géo-ingénierie du climat et le type de gouvernance qu'elle pourrait avoir. Les peuples qui subissent de plein fouet le changement climatique n'ont pas voix au chapitre, alors qu'ils devraient être les premiers à donner leur avis. Mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, c'est une discussion menée par le Nord, par des scientifiques qui sont en majorité des hommes et des Blancs. En l'absence d'un gouvernement mondial du climat, y a-t-il un moyen d'empêcher un État d'utiliser la géo-ingénierie en dernier recours? Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de loi, et on a besoin de lois. Mais il y a déjà beaucoup de lois en vigueur quand on regarde nos politiques environnementales. De nombreux pays ont des procédures d'évaluation des répercussions environnementales et ont mis en place des mesures pour protéger l'environnement et la santé. Ce sont des règles sur lesquelles on peut s'appuyer. Actuellement, il n'y a pas de règles spécifiques sur la géo-ingénierie au niveau international, mais il y en a beaucoup au sein de l'Union européenne qui peuvent nous aider à faire face à ce problème. Que se passerait-il si de grandes entreprises, appelons-les BP ou Exxon, devenaient les leaders en géo-ingénierie? Quels intérêts défendraient-elles? Ceux de la planète ou les leurs? On imagine la suite. On ne peut pas cesser notre activité, il y a des emplois en jeu. Et elles feraient du lobbying auprès des puissants pour pouvoir continuer. On pense que toute nation de taille moyenne pourrait déployer un bouclier solaire. Mais certains craignent qu'un milliardaire prenne les devants. Quelqu'un qui se prendrait pour le Messie et s'imaginerait sauver le monde à lui seul parce que les gouvernements tergiversent et refusent d'agir. À peu près partout dans la population, le fait de vouloir manipuler à cette échelle, c'est quelque chose qui aurait plutôt tendance à effrayer. Eh bien, on va passer outre. Et on risque de passer outre en jouant justement sur la peur. Ce que je crains, c'est un retournement soudain de l'opinion publique. S'il se met à faire vraiment anormalement chaud, si on assiste à des phénomènes météorologiques extrêmes, et que le changement devient évident, les gens peuvent dire tout à coup, les scientifiques savent mieux que nous. Ils peuvent nous tirer de là. Laissons-les intervenir. Je crois que d'ici peu de temps, tout le monde saura à quel point la situation est critique. Et comme les gens sont habitués à chercher des solutions rapides, à court terme, et à obtenir des informations en un clic, ils diront « Réglons ça tout de suite, optons pour une solution agressive et radicale. » Faut-il espérer que l'apparition des projets de géo-ingénierie puisse réussir à faire prendre conscience, vraiment, enfin, de l'extrême urgence d'une réaction appropriée et globale face au péril climatique? Faut-il espérer que des politiques précises soient mises en place pour s'adapter à cette catastrophe qui débute? Ou se résigner à nous voir condamnés à un nuage à perpétuité?